Quelques notions qui vont vous servir pour comprendre tous les cours qui vont succéder. Le prérequis, c'est de connaître déjà l'histologie, donc normalement c'est quelque chose qui est acquis pour vous. Il y a une très très grande complexité des tissus et des cellules et qui correspond aux différentes fonctions qu'elles doivent exercer pour une homéostasie de l'individu. Le tissu épithélial, il est caractérisé par la présence de cellules épithéliales, la présence d'une membrane basale qui sépare la couche de cellules épithéliales où qu'elle se trouve, du reste. Le reste, c'est-à-dire c'est le chorion. Et le chorion, c'est là où vous allez trouver les vaisseaux, c'est là où vous allez trouver les fibroblastes, c'est là où vous allez trouver les filets nerveux, c'est là où vous allez trouver les cellules immunitaires. Et c'est là où vous allez, au travers de la membrane basale, vous allez avoir des échanges entre les cellules épithéliales et son chorion. 20% par rapport au tissu collagène, qui correspond à 80%. Les cellules épithéliales, c'est simple, il n'y en a que 3 sortes. En fait, il y a les cellules malpighiennes et dites paramalpighiennes, c'est 2 sortes. La paramalpighienne est un dérivé de la cellule malpighienne. Le plus grand exemple de la cellule malpighienne, c'est la peau, ça, visible, évident. La paramalpighienne, c'est les vessies, l'urtère, c'est tout l'appareil urinaire. Et en fait, la caractéristique de l'épithélium paramalpighien, c'est sa capacité à la dilatation. Et vous comprenez tout de suite qu'effectivement, une vessie, si elle n'est pas capable de se dilater, vous allez avoir un problème. Donc effectivement, c'est un épithélium qui est très, très proche en aspect visuel, mais qui a cette capacité d'extension ou pas. Les cellules glandulaires, on en a énormément. Et là, par exemple, je vous ai mis des exemples de cellules glandulaires malpighiennes et paramalpighiennes. Et vous voyez déjà tout de suite qu'au sein d'un même tissu, d'un même organe, je vais dire, eh bien, vous pouvez avoir des cellules glandulaires et des cellules malpighiennes. Par exemple, le col utérin. On différencie l'endocole qui est glandulaire de l'exocole qui est malpighien. Et vous verrez que cette zone entre la jonction entre l'endocole et l'exocole, donc 2 types de cellules épithéliales différentes, et la zone de fragilité de cet épithélium, c'est là où va se mettre le HPV, c'est là où va démarrer les lésions précancéreuses puis cancéreuses du cancer du col utérin, qui est un carcinome épidermoïde, donc qui est un cancer issu du tissu malpighien. Mais on verra ça quand on reparlera des tumeurs. Tissu non épithélial, je vous fais un listing, vous voyez, énormément de tissus différents, qui est caractérisé par son énorme volume. Tissu conjonctif, tissu squelettique, tissu musculaire, c'est ce qui fait notre structure, ce qui fait le fait qu'on se tienne debout et qu'on puisse se déplacer. La population cellulaire sanguine, donc où en fait on a à la fois les cellules hématopoïétiques de la numération formule sanguine, les érythrocytes, les plaquettes, les mégakaryocytes, les granuleux polynucléaires. Vous avez aussi tout ce qui est lymphocytes, tout ce qui est plasmocytes, tout ce qui est monocytes. Toutes ces cellules, en fait, participent à la fois à l'oxygénation pour les érythrocytes, à la défense immunitaire, qu'elle soit immédiate, innée ou adaptative, donc retardée et après éducation. Le tissu nerveux, il y a du tissu nerveux central et périphérique. Il faut savoir que du tissu nerveux, vous en avez partout, puisque en fait, tous vos organes sont innervés. C'est pour ça que vous avez mal quand on vous donne un coup de poing, quand vous faites une blessure, c'est parce que tout est innervé. Donc en fait, tous ces différents tissus s'organisent pour faire un organe et vous verrez qu'en fait, les lésions peuvent concerner qu'un seul groupe de cellules ou un ensemble de cellules, ça dépend de la lésion qu'on va regarder. Lorsqu'on vous regardez un tissu, il y a plein d'informations qui vont vous apparaître. Après, ça ne vous suffit pas toujours visuellement pour porter un diagnostic précis, c'est pour ça qu'on s'aide d'examens dits complémentaires. Alors la cellule, vous la regardez, vous avez déjà, je vous ai dit, plein d'informations. Déjà, la façon dont elle est constituée, c'est-à-dire où est le noyau, comment est le cytoplasme, petit, grand, déjà ça vous permet de vous orienter, de dire c'est plutôt une cellule de ce type-là, une cellule plutôt épithéliale, une cellule plutôt non épithéliale, plutôt nerveuse, plutôt musculaire. Donc ça, rien qu'avec la morphologie. La chromatine, c'est-à-dire l'aspect du noyau. L'aspect du noyau va vous donner en fait l'activité de la cellule, parce qu'il y a des cellules, elles ne sont pas toujours actives. Lorsqu'elle est en mitose, vous allez en phase de réplication, mais lorsque, par exemple, elle est activée, un lymphocyte activé parce qu'en fait, il y a une réponse immunitaire en cours, eh bien, il va changer d'aspect et notamment, le noyau va changer d'aspect. Donc, ça vous permet de dire, voilà, là, il se passe quelque chose, les cellules sont activées, elles sont en fonction. Le cytoplasme, c'est un constituant majeur, c'est là où vous avez énormément d'organites intracellulaires, mais même l'aspect de votre cytoplasme va vous permettre de dire, par exemple, j'ai de la bile, j'ai des cellules mortes dans le cytoplasme, donc c'est une cellule phagocytaire, c'est une cellule qui est capable de prendre en charge des débris cellulaires, je contiens de la mélanine, du fer, enfin X possibilités qui vont vous permettre encore une fois, de catégoriser votre cellule et éventuellement de poser une indication, enfin une lésion éventuelle élémentaire.
Les cellules sont parfois très différenciées. Par exemple, vous pouvez avoir des cils qui battent, hein, comme les paupières, exactement le même rôle que les cils des paupières, c'est-à-dire c'est une balayette. Hein, et vous savez que, par exemple, dans l'épithélium respiratoire, vous avez des cils qui vous permettent de débarrasser un peu de tout ce que vous allez inhaler, qui sont des particules que vous n'avez pas intérêt à avoir au fin fond de votre poumon, dans les alvéoles. Vous avez souvent quand même des cellules qui sont suffisamment reconnaissables pour pouvoir vous repérer. C'est très très rare que vous puissiez rien dire du tout. Voilà, donc en fait, lorsque vous regardez un prélèvement, une lame, une coupe histologique, normalement, en visualisant cette coupe histologique, vous êtes capable de dire de quel organe il s'agit et éventuellement s'il y a une lésion. Alors là, je vous montre des exemples de ces lésions qui ne sont pas forcément des lésions graves, mais qui peuvent être des fois des lésions graves. Par exemple, ici, c'est du foie, donc ça, c'est 2 coupes de foie. Je ne suis pas sûre que vous auriez deviné immédiatement que c'était 2 coupes de foie, avec 2 lésions différentes. L'une, c'est de la stéatose, l'autre, c'est de la cholestase. Donc là, c'est parce que vous avez une surcharge lipidique dans les hépatocytes. Cette surcharge lipidique, vous la voyez avec certains médicaments, vous la voyez avec de l'obésité, avec de l'alcoolisme. Vous savez que la maladie stéatosique est en fréquence la plus importante maladie hépatique dans les pays occidentaux, et qui est la cause d'insuffisance hépatocellulaire et de greffe de foie. Donc ça, c'est une surcharge stéatosique, c'est une surcharge lipidique. Là, c'est une surcharge en bile. Ça aussi, ça peut être associé à différents médicaments, différentes maladies, le fait que vous ayez une obstruction, par exemple, biliaire. Vous voyez bien que tout de suite, là, sur une même lésion, vous pouvez avoir plein de cas de figure. Soit le patient il est obèse, soit il prend un médicament, soit il est alcoolique. Eh bien, vous donnez la lésion alimentaire et le clinicien, en discussion avec vous, va dire « bah oui, bah voilà, c'est parce qu'il prend tel médicament, je vais arrêter le médicament, je vais changer de médicament, ou je vais le faire maigrir ». Ça, c'est une coloration, c'est du foie aussi, là aussi vous n'auriez pas trouvé. C'est une coloration du fer, hein, c'est une coloration dite de Pearls, et là, ça vous montre qu'il y a une surcharge en fer. Alors, une surcharge en fer, lorsqu'elle est aussi massive que ça, en général, c'est lié à une hémochromatose, donc c'est une maladie génétique. Mais, par exemple, lorsque vous avez des gens qui ont été multitransfusés sans chélateur de fer, eh bien, vous pouvez avoir des surcharges ferriques, donc vous pouvez avoir du fer qui se dépose. Tous ces dépôts lorsqu'ils sont minimes, ne gênent pas. Lorsqu'ils sont massifs, comme ici, et en fait, ils induisent une dysfonction de l'organe. Et là, vous avez une insuffisance hépatocellulaire. Là, c'est de la mélanine. La mélanine, vous ne la retrouvez que dans les mélanocytes. Donc ça, c'est quelque chose dit de normal sur la peau. C'est quelque chose qui est anormal. Lorsque vous avez des cellules tumorales avec de la mélanine, vous savez déjà qu'il s'agit d'un mélanome. Voilà, que ce soit un ganglion, n'importe quel prélèvement, à partir du moment où vous avez une cellule avec de la mélanine et qui est tumorale, il faut qu'elle soit tumorale, eh bien, il s'agit d'un mélanome. Vous savez que vous pouvez avoir des névus, donc c'est la tumeur mélanocytaire bénigne, hein, une tumeur n'est pas forcément maligne, eh bien des névus, vous en avez sur la peau, vous pouvez en avoir aussi sur les muqueuses, hein, vous pouvez en avoir pas uniquement sur la peau. Voilà, alors dans la situation tumorale, vous vous appuyez énormément sur ces caractéristiques cellulaires pour pouvoir vous orienter. Parce que vous n'êtes pas toujours dans une situation où vous savez exactement de quelle tumeur il s'agit. Vous êtes parfois, c'est évident, puis des fois, c'est beaucoup moins évident. Là, par exemple, c'est évident parce que vous avez 2 exemples. Ici, vous avez des cellules tumorales. Vous voyez ces différences de taille, de forme. On reviendra quand on parlera du cancer. Mais vous voyez que dans leur cytoplasme, ces cellules, elles ont du mucus. Alors là, vous ne le voyez pas, vous voyez avec une boule blanche. Mais je peux faire une coloration de bleu alcyan, par exemple, ou de PAS, qui sont 2 colorations qui vont colorer ce blanc soit en bleu ciel, soit en fuchsia. Et là, vous avez la preuve que c'est bien du mucus. Et une cellule tumorale qui a du mucus, c'est une cellule glandulaire. Vous savez déjà que c'est un adénocarcinome. À l'inverse, ici, vous avez des cellules tumorales qui font de la kératine. Donc, vous savez que c'est une cellule malpighienne. Donc, c'est un carcinome épidermoïde. Des fois, c'est plus difficile, bien sûr. Là, vous avez une cellule qui est en train de phagocyter des débris cellulaires. Les débris cellulaires, ils sont pris en charge dans les 6 heures. Ça veut dire que là, vous avez une mort cellulaire il y a 6 heures à peu près, et que vous avez des macrophages qui sont en train de faire leur boulot, c'est-à-dire de nettoyer. Là, c'est ce que je vous ai dit sur le caractère de la chromatine qui vous dit que c'est une cellule qui est activée ou pas. Ça, c'est deux prélèvements avec des cellules lymphoïdes, des lymphocytes. Et vous voyez que vous n'avez pas la même coloration. Et vous n'avez pas la même coloration pour une simple raison. Ici, vous avez des cellules lymphocytaires, là où il y a les petits ronds, qui sont des petites cellules que vous voyez avec une chromatine assez contractée. Vous voyez que c'est assez foncé, avec des petits nucléoles que vous voyez bien, c'est les petits points plus foncés. Et là, vous avez des lymphocytes également. Mais ces lymphocytes, vous voyez, le noyau, il a l'air un peu grillagé, il a l'air très faiblement coloré. Vous voyez plus très bien ces nucléoles marqués, sauf un ou deux. Et ça, c'est parce que c'est des cellules qui sont activées.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un débobinage de la chromatine et que donc la coloration violet correspond en fait à la chromatine, à la coloration de la chromatine. Lorsqu'elle est très serrée, très compacte, c'est plus foncé. Lorsqu'elle est débobinée, donc elle est en phase de réplication et de transcription par exemple, eh bien en fait, vous allez avoir une chromatine qui va se relâcher comme ça.